Je suis allé tout seul, je me suis fait coacher par les partenaires d'entraînement de mon adversaire, en fait. Le fait d'être fort, bon, ben, on s'en aperçoit rapidement qu'on sera jamais plus fort. En France, c'est bien, c'est très bien, j'en parle souvent, c'est très bien que le sport soit associatif. Mais les gens sont trop habitués, du coup, à payer des licences à 240 €, 300 € pour le foot, le rugby. On se foutait de la gueule de tout le monde, on chambrait les autres clubs, on était insupportables, hein, C'est vrai que tu connais pas la personne, tu tournes avec elle et elle t'étrangle. Donc tu vois, et si tu tapes, tu sais qu'elle va te lâcher. Hello, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets. Cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it's. Alors moi c'est Quentin Arola, j'ai bientôt 37 ans. Moi je suis originaire de Toulouse depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et je suis un des fondateurs de Tactical Fight Team. Alors moi j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, parce que d'abord je voulais faire du MMA, mais à Toulouse, c'est vrai qu'il y a maintenant 20 ans, il n'y avait pas vraiment de MMA. Donc je faisais un peu de boxe thaï, mais bon, j'étais pas très, très doué. Et dans ce club de boxe thaï, il y avait du jiu-jitsu brésilien avec Rania, Eric Sadje. Et du coup, j'ai commencé et j'ai lâché l'idée du MMA parce que je suis tombé amoureux de ce sport et j'ai fait vraiment que ça, enfin le plus qu'on pouvait, on en parlait un peu plus tôt. Donc on s'entraînait 3 fois par semaine, j'étais à fond, je ratais pas un entraînement. Rapidement, il y a un Brésilien qui nous a rejoint, c'est Yann Cabral, heu, qui après plus tard a rejoint l'UFC. Donc voilà, j'ai été formé par Eric et Yann, au jiu-jitsu et j'ai fait ça pendant, de nombreuses années. Et quand est-ce que tu es retombé en fait amoureux du MMA? Quand j'étais en ceinture marron, quand je suis arrivé en ceinture marron, c'est vrai que j'ai eu une longue période où bon, j'ai eu des changements de vie, j'ai eu des enfants, ce genre de choses, où je faisais moins de compétition en jiu-jitsu brésilien. Il y avait un peu ce flottement entre la marron et la noire et donc du coup, c'est vrai que c'est pas que je me lassais, mais c'est vrai que j'avais envie de faire autre chose. Enfin, ça faisait déjà 15 ans, 16 ans. Donc je suis revenu un peu, au MMA et à l'époque, on m'a fait combattre très rapidement en pancrace et ça s'est bien passé. J'ai fait, 4 combats en pancrace, je les ai gagnés avant à 1 minute 30, uniquement grâce à mon sol, hein, parce que j'avais pas de boxe, rien. Et donc voilà comment l'histoire a un peu commencé comme ça. Rapidement, très rapidement, on m'a proposé de passer pro au GFA. Enfin, à l'époque, on combattait en pancrace. Donc avec le recul, c'était une énorme erreur, hein, mais en fait, il y avait pas le choix, il y avait pas tout le circuit qu'il y a aujourd'hui, aller combattre un amateur à l'étranger, ça demandait des contacts que j'avais pas, ça demandait, plein de choses. Faut savoir que moi, j'avais pas d'entraîneur de MMA, donc le GFA, Gladiator Fighting, Arena, venait à Toulouse, ils avaient besoin d'un combattant et il se trouve que j'ai dit oui pour un adversaire de la FFA, de Mathieu Nicourt, qui était, 1er combat pro aussi. Et 1 semaine ou 10 jours avant le combat, on m'annonce qu'il est blessé mais par contre, qu'il y a un combattant qui peut le remplacer, beaucoup plus expérimenté. J'ai dit oui. Voilà, parce que j'avais vendu les places à tout le monde. De toute façon, il n'y avait pas vraiment d'intérêt, hein. Et il se trouve que ce combattant, c'est Elder Fernandez, que Johan, va bientôt affronter. Petite pause dans la vidéo pour vous expliquer. Donc, Johan Salvador, c'est le cofondateur de Tactical Fighting avec Quentin Arola et Axel. Et donc, il combattra justement ce fameux Elder Fernandez lors de son prochain combat le 25 octobre prochain à Pau. On va bientôt affronter. Justement, tu as une connaissance de ce combat-là. Et quel souvenir t'en retires justement de ton premier combat pro? Alors, faut savoir que voilà, moi j'avais 4 combats amateurs. Elder, il avait déjà 8 combats pro. Donc, je crois qu'il était, je ne vais pas dire de bêtises, mais 5-3, quelque chose comme ça. Il venait là, il avait combattu juste 2 semaines avant, c'est pour ça qu'il avait accepté le combat, parce qu'il était déjà prêt. Mais il avait combattu en 66. Moi, c'est le combat, c'est en 70. Il faut savoir que je ne pratiquais pas le cutting, hein, à l'époque. Enfin, moi, je n'avais pas fait vraiment de cutting. Petit aparté, donc le cutting, c'est le moyen qu'utilisent les professionnels pour perdre le maximum d'eau juste avant la pesée. Donc ensuite, ils sont
peser, par exemple à 66 kilos, et ils regagnent toute l'eau qu'ils ont perdue, et ils peuvent faire des rebonds jusqu'à 10, 12, voire 13 kilos, parfois dans les cas plus extrêmes. Je devais faire 71 kilos quoi, donc j'avais perdu 1 kilo le matin, voilà. Donc il y a pas eu d'avantage de quelconque de poids et je fais un très bon premier round parce que je pense que je le bats. En MMA aujourd'hui, en les règles MMA, je pense que je le battais parce que je me suis retrouvé à monter, il faisait comme ça là, sans avoir l'occasion de le frapper donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté la montée pour prendre une clé de genou, après j'étais dans son dos mais pareil, il bloquait, je pouvais rien faire donc voilà et j'ai découvert un deuxième round, voilà, donc pas de préparation physique spécifique, rien donc 2e round, j'arrivais pas plus à l'amener au sol parce qu'on combattait dans un ring, pas dans une cage. Donc j'arrivais plus à l'amener au sol et à force d'échouer les tentatives, l'arbitre m'a arrêté. Voilà, l'arbitre m'a arrêté parce que il ferait bah, c'est ma responsabilité aussi, hein. Je faisais la tentative puis quand il partait, je restais sur le dos, le temps que l'arbitre me relève et je mettais de plus en plus de temps à me relever. Au bout d'un moment, l'arbitre il a dit: «Bon, stop», ce qui est tout à fait compréhensible, hein. Je mets pas ça en question. Mais et tu pas été dégoûté justement de Non, non, j'ai pas trop été dégoûté, il avait plus d'expérience que moi, non, ça m'a pas dégoûté. J'ai combattu une semaine après parce que je m'étais déjà engagé en Espagne et là j'ai gagné donc et c'est à peu près donc ouais, un tout petit peu après où on t'a proposé Johan aussi de l'affronter? non, moi on me l'a pas Ouais, proposé. c'est Johan. Ça ouais, moi j'ai pas eu connaissance de ça. Hem, ah oui, après c'est Anthony Real qui a organisé un gala, toujours pareil de pancrace toujours, hein, oui, il me semble. Pancrace ou Pankido, enfin quelque chose, ou Kempo, je sais plus trop et donc du coup, c'est vrai que, enfin moi j'ai pas eu connaissance de ça, non. Il l'a proposé d'abord à Johan, je pense et Johan a refusé donc j'ai pas eu de proposition. J'ai eu, quelqu'un de Narbonne, Yann Martelly, 2 fois de suite, parce que je bats 2 fois par triangle assez rapidement. Donc là, je retrouve la confiance parce que je reviens à 2-2. Enfin non, je reviens non, même, je raconte, je reviens à 3-1 pardon, excusez-moi. Donc je retrouve la confiance et du coup, je continue à me dire que, bah, le sol, ça suffit et on me propose un short notice, en Angleterre contre, Callum Moulin qui était à l'époque, qui était à 2-0 je crois et moi j'étais à 3-1. Sauf que les Anglais, vous savez que les Anglais, ils ont un parcours amateur. Et, et donc je suis allé en Angleterre et j'ai compris que le sol seul ne suffirait pas. Parce que voilà, j'ai pris déjà c'était un gaucher qui a envoyé beaucoup de low kick dans ses combats d'avant, donc je pensais saisir un low kick et aller au sol, il ne m'a pas envoyé un low kick. Je suis allé tout seul parce que le jour l'Angleterre venait de quitter l'Europe et mon coach de l'époque, enfin mon coach manager de l'époque, n'avait pas fait son passeport. Donc on arrive à l'avion et il a que sa carte d'identité. Lui dit non, ça passe pas. Donc dernière minute, j'appelle l'organisateur. Je lui dis bah je peux pas venir. Mon coach il a pas. Et il m'a dit non non, faut que tu viennes. T'es le main event. Et faut que tu viennes. Je te rajoute je sais pas 200 livres. Je crois que c'était un livre, donc 200 ou 300 livres. Donc j'ai dit bon ok j'y vais. Donc je suis allé tout seul. Bon pareil, pas de coaching. Bah, peu de coaching. Je suis allé tout seul, je me suis fait coacher par les partenaires d'entraînement de mon adversaire en fait. C'est eux qui m'ont échauffé et c'est eux qui m'ont coaché. Ils m'ont dit non, t'inquiète. L'organisateur, franchement adorable. Hein. Je pense que l'organisateur était super cool. Il m'a dit non, t'inquiète, je te mets des gars à moi. Voilà, donc bah, bon, j'étais tout seul, quoi. J'étais vraiment tout seul. Le public anglais, c'est quelque chose. Hein. Parce que surtout qu'on était chez lui. C'était un événement comme nous on fait un peu, c'est dans sa salle. Donc il n'y avait que son public. C'était des kilim, je suis rentré comme ça. Et non, vraiment génial. Bon, il me bat au premier round, coup de coude. Hein. J'ai jamais pris de coup de coude de ma vie, hein. Ça m'a fait drôle. Demi-garde, bam. Et après, super, c'est lui qui m'a ramené, c'est mon adversaire qui m'a ramené à l'hôtel. J'ai rencontré toute sa famille. Non, franchement, c'était bonne ambiance, bon délire. Ouais. Voilà. Après, je prenais l'avion le matin, tout seul, à 4h du matin. Voilà. J'avais négocié, parce qu'au départ, c'était pas compris, mais normalement, c'était un mec du staff qui devait me ramener juste après le combat à l'aéroport. Et je prenais l'avion que le matin à 7h. Donc j'aurais dû passer toute la nuit à l'aéroport. Et j'ai négocié que j'allais à l'hôtel dormir et qu'un taxi m'amène le lendemain matin à 5h. Donc bon, c'était une nuit un peu compliquée. J'ai la tête comme ça. J'avais pris des coups de coude. Non, c'était une bonne expérience. Après, c'était cool. Qu'est-ce qui t'avait poussé justement vers les sports de combat? Parce que Toulouse,
à cette époque-là, c'est pas non plus Non. la plaque tournante du MMA, du pancras. T'as toujours eu ce côté appétence pour les sports de combat, quoi. Ouais, en fait, j'ai toujours aimé me chamailler, me battre avec les copains. C'est vrai que je me battais souvent. Enfin, je me battais souvent plus jeune, hein, plus jeune dans l'herbe, sur un champ. Et je trouvais que je me débrouillais bien. Alors que j'ai jamais été forcément un fan de films de kung fu, karaté. Je regardais évidemment, comme tout le monde. Mais ouais, j'ai toujours bien aimé ça. Qu'est-ce qui a fait qu'après j'ai vraiment basculé là-dedans et que j'ai pu arrêter? Je sais pas trop, je sais pas trop. Déjà parce que je me suis trouvé une appétence. C'est vrai que quand tu trouves quelque chose où tu es bon, bah tu te dis c'est ça qu'il faut que je fasse quoi en fait. Mais la raison principale, je sais pas, je peux pas dire oui, je voulais me défendre, il n'y a pas forcément besoin, hein, Toulouse, bon, c'est pas non plus, c'est pas le Bronx, hein. Donc non, je sais pas, je pense que c'est en toi, hein. Je pense que t'aimes ce combat, t'aimes les sensations que ça procure surtout. C'est pas vraiment tant le résultat final parce qu'on s'en rend bien compte que quand on commence, on finira jamais. Le fait d'être fort, bon, ben, on s'aperçoit rapidement qu'on sera jamais plus fort et qu'il y a toujours plus fort que nous. Plus on avance, plus ça devient compliqué. À la limite, l'âge ferait qu'à un moment donné, tu arrives techniquement à un statut, mais ton corps te fait comprendre l'inverse. Donc, c'est un chemin sans fin. Mais je pense que c'est plus ces sensations que ça procure. Les sensations. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est d'aller au bout d'un peu de toi-même, de faire des choses que tu n'es pas capable de gérer, la sorte de violence que tu peux en toi, que tu peux ressentir quand on te frappe, quand on cherche à t'étrangler. C'est la confiance qui règne dans une salle de. Moi, j'ai commencé, comme je disais, par vraiment pratiquer par le jiu-jitsu brésilien. C'est vrai que tu connais pas la personne, tu tournes avec elle et elle t'étrangle. Donc, tu vois, et si tu tapes, tu sais qu'elle va te lâcher. Tu sais qu'il n'y a pas de souci. Donc, de suite, il y a une confiance qui se fait, même si tu ne connais pas. Tu vas tourner dans d'autres clubs, et c'est vrai que les gars, tu les connais pas, et c'est vrai que tu passes un bon moment avec eux, tu rigoles. Parce qu'il y a je sais pas, il y a cette sorte d'ambiance, ouais, cette fraternité, ce franchissement des barrières. C'est vrai que normalement, les gens, bah, tu les touches pas, il y a une distance de sécurité et tout. Là, on se connaît pas, on se roule dessus, on se transpire dessus. Du coup, il y a quelque chose qui se crée. Moi, je trouve ça merveilleux. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi, je pense que j'ai continué, c'est parce que je me suis fait des vrais copains, des vrais potes, avec qui on a partagé des vraies choses. Et tu as le sentiment de vivre une aventure avec eux, quoi. Donc, je pense que ça joue. Ouais. Je pense que ça joue. T'étais éducateur aussi, c'est ça, à l'époque? Alors, à cette époque-là, j'ai fait mi-chose, moi, hein. Je quittais l'école assez tôt, pas parce que j'étais mauvais, mais parce que j'étais branleur. Voilà. Et que je voulais gagner ma vie rapidement. Erreur, hein. J'ai fait du coup des métiers dans le bâtiment, beaucoup. J'ai passé mon CAP d'électricien en candidat libre. Donc, je bossais un peu dans l'électricité, mais pas beaucoup. Parce que je me suis bien vite aperçu que travailler pour les autres, c'est chiant. Et après, du coup, c'est vrai que je me suis dirigé vers l'éducateur spécialisé, quoi, le social, on va dire. Quitte à travailler pour quelqu'un, c'était pas pour lui enrichir. Voilà, j'avais un peu ce truc de. Parce que c'est vrai que je suis un peu un anarchiste dans ma tête, hein. C'est-à-dire que bon, les patrons, tout ça. Bon, aujourd'hui, je suis patron, mais les patrons, tout ça, c'est chiant. Et c'est vrai que du coup, dans le social, tu travailles pour quelqu'un, tu dois faire remonter des choses et tout, mais c'est pas pour l'enrichir. Donc déjà, l'approche est différente. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé, moi, le contact des gens, aider à être avec les autres. Voilà, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie. Je pense que ça m'a servi aussi dans le développement de la salle, hein, ce côté-là un peu grand frère, un peu empathique, qui peut comprendre, se mettre à la place d'eux. Donc voilà. Chose que tu continues aussi à faire. Ouais, oui, en fait, Caritatif, ça a quand même une place importante chez Tactical. ouais, ça a beaucoup d'importance, donc je continue à le faire. Parce que pour moi, chacun peut, a les moyens en fait, de faire quelque chose de bien et de rajouter un petit peu quelque chose. Et si tout le monde le faisait, euh, il y aurait beaucoup moins de besoin. En fait, au final, il y aurait moins de besoin parce que c'est pas grand-chose, mais c'est juste tendre la main de temps en temps à des gens, je pense que c'est important. Voilà, moi-même n'étant pas dans d'autres cadres de ma vie privée, n'étant pas exemplaire, n'étant pas parfait, j'ai fait des erreurs. Je trouverais dommage de condamner quelqu'un parce qu'il en fait, tu vois, moi, on m'a donné une seconde chance, on m'a donné une seconde chance, donc je trouve que c'est important. Et je trouve que là-dessus, on vit quand même, c'est en train de le perdre, mais on vit quand même dans un pays qui est quand même assez merveilleux, c'est-à-dire que si tu as des projets et que tu es sérieux et tout, on peut te donner l'occasion, tu as le chômage. Enfin, moi, quand j'ai repassé mon diplôme d'éduc, il fallait 3 ans. Le chômage, à l'époque, je ne sais plus comment c'est maintenant, mais à l'époque, c'était 2 ans.
Et donc, du coup, la 3e année, comment tu fais, quoi? Et c'est vrai que dans ce pays, on te donne la possibilité de prolonger ton chômage d'1 an pour continuer à faire tes études. Tu te dis quand même, tu vois, moi, je suis pas un assisté ou un truc. J'ai changé de voie, j'ai voulu reprendre mon métier d'éducateur, enfin, reprendre un métier d'éducateur. Et c'est quand même ce pays, bon, là, je parle un peu en politique, mais c'est quand même ce pays qui a permis ça, tu vois. Donc, on parle beaucoup d'assistanat sur des choses, mais moi, c'était pour un vrai projet concret, et ça m'a aidé. Donc, du coup, j'en reviens, c'est pour dire, voilà, aujourd'hui, moi, ce que j'ai eu, ce que j'ai reçu, par Tactical, je voudrais c'est de le renvoyer, quoi. Moi, j'ai pas vécu dans un quartier, j'ai pas vécu la misère, quoi. Donc, je suis reconnaissant de tout ça. Donc, le minimum que je puisse faire, c'est d'essayer de rendre le plus agréable possible. Après, ça peut être par des actions, comme on fait des actions caritatives de récolte de denrées alimentaires. Ça peut être par un jeune qui vient me voir et qui m'explique que c'est quand même compliqué pour lui de payer l'adhésion. Écoute, on en parle. Et pour moi, l'important, c'est d'abord que les gens fassent du sport le plus possible. Bon, après, c'est sûr que si je le vois avec des TN neuves et que je le vois dépenser de l'argent en terrasse, ça va me contrarier. Mais si c'est un jeune qui vraiment s'y file, qui dit ouais, j'ai envie de m'entraîner, je vais m'entraîner. Je vais t'entraîner, c'est plus important que. Et justement, comment vous est venue l'idée de Tactical? C'était quoi la genèse de... En fait, après la proposition de Johan qu'il allait de m'affronter, on s'est rencontrés. On a commencé à faire 1 ou 2 entraînements ensemble. On a invité d'autres combattants un peu de Toulouse, des judokas, des mecs qui faisaient de la boxe, voilà, pour essayer de s'entraîner un peu tous ensemble là-dessus, qui aimaient bien ce sport. Et donc on a commencé à faire des rendez-vous un peu mensuels. C'était dimanche, je me souviens. On faisait des rendez-vous mensuels, on était une dizaine. Voilà, on commençait, les mecs qui venaient du karaté contact, voilà, on se mélangeait un petit peu, on se connaissait tous parce que Toulouse c'est petit. Et du coup, avec Johan, Axel et Mathieu, on s'est vus de plus en plus. On s'est vus de plus en plus, on a commencé à rigoler, à sympathiser. Moi, je donnais déjà un peu des cours à Boxing Center. C'est un autre club. Je donnais 2 cours par semaine de MMA, quoi. Enfin, je partageais surtout mon expérience en sol, hein. En boxe, c'était pas moi, mais voilà. Et j'avais déjà 3-4 combats, moi, je pense. 4-5, je sais plus. Et donc, du coup, là, j'avais un peu d'expérience, on va dire. Et du coup, à force de se voir, un soir, on a fait une petite soirée, c'était le Covid. C'était Covid. Donc, du coup, on a fermé les portes de la salle, on a commandé un apéro à droite à gauche. Puis on s'est fait une première soirée comme ça, puis une deuxième et une troisième. Et c'est vrai qu'on parlait de plus en plus de ça, en fait, de faire un. L'idée du club, c'était de pouvoir s'entraîner sans que cela ne coûte rien. C'était même pas de gagner de l'argent, c'est qu'on voulait juste avoir une salle. Et avoir une salle, pour la payer, il faut avoir des adhérents. Sinon, c'est nous qui la payons. Et en fait, c'était vraiment se faire kiffer. Alors, on avait calculé qu'il nous fallait 30 adhérents pour payer l'année. Et on s'est dit, c'est bon, on fait 30 adhérents. Et voilà, on s'entraîne nous, on kiffe nous. Moi, je bosse à côté, Yoann bosse à côté. Personne n'avait l'intention de faire quoi que ce soit. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. Ensuite, on s'est dit quand même, pour être dans les normes, on va passer un BPGEPS. Et on l'a financé tous les deux, chacun de notre part. Aujourd'hui, nous, on prend des alternants. Et en apprentissage, ils n'ont rien à payer, mais nous, on s'est tout payé. Et à l'époque, il valait cher. Donc voilà, puis on a commencé l'aventure comme ça. Et ça a grossi. Je pense que c'est vraiment l'ambiance familiale qui fait que nous, on déconnait. Enfin, nous, on ne prenait rien au sérieux. Tu verrais les stories qu'on faisait avant avec le compte du club. Aujourd'hui, on ferait ça. J'aurais honte de faire ça parce qu'on se foutait de la gueule de tout le monde. On chambrait les autres clubs. On était insupportables. Hein, on est arrivé en mode grande gueule. On faisait n'importe quoi. Même pendant les soirées qu'on picolait, on mettait les stories. C'était n'importe quoi. Mais du coup, je pense que c'est ça aussi qui a plu, c'est ce côté un peu ambiance rugby. Tu vois, nous, on a Toulouse, tu vois, un peu ambiance rugby, c'est-à-dire, c'est vrai que dans la boxe et dans c'est assez sérieux. On reçoit des gars qui sont très sérieux, très investis, ils picolent pas, ils boivent pas, on s'entraîne, on dort, tu vois, ce truc un peu. C'est vrai que nous, on est arrivé un peu en faisant, ouais, un peu rock, quoi. On est arrivé un peu rock et je pense que ça a plu. Et après, derrière, il y a les résultats aussi qui ont parlé pour nous. Donc la méthode aussi, elle a été entre guillemets validée parce que vous avez quand même beaucoup de compétiteurs, beaucoup de pro aussi, pro amateurs, donc ça a quand même bien fonctionné. Quel regard tu portes justement sur
cette courte histoire en fait de Tactical. T'es fier déjà de ce que vous avez accompli? Ouais, en fait, je suis fier, mais là où je suis plus fier, c'est pas forcément les résultats en compétition et tout, c'est que, bon, je vais pas forcément te citer de nom, ou voilà, mais c'est pas forcément des choses qui sont visibles, mais des choses qu'on ressent. On a des gens ici dans ce club, ça va de 15, enfin même plus jeunes, hein, beaucoup plus jeunes, mais on va dire ceux qui viennent régulièrement, de 15 à 45-50 ans. On a des gens qui sont vraiment de milieux totalement différents, qui se rencontrent, qui rigolent, qui chantent. On a des gens qui ont avec une vraie problématique qui ont un vrai passif, des vrais passifs, de violence, voilà, de choses pas vraiment cool, qui te disent qu'être dans un endroit, avec autant d'hommes, c'est très compliqué et beh, pourtant voilà, c'est des choses qui sont dépa et ça, c'est ça qui va me rendre fier, c'est ce côté communauté qu'on a créé, plus avant tout que les résultats et tout. Évidemment, les résultats derrière, en fait, ça vient appuyer qu'on fait pas n'importe quoi, quand on déconne et qu'on est un peu branleur sur les bords des fois, mais ça vient appuyer quand même qu'on est sérieux, quoi, on fait les choses bien, qu'on sait de quoi on parle. Mais tu as eu aussi, enfin, vous avez quand même développé une grosse équipe. Maintenant, vous êtes à peu près une quinzaine, 16 entraîneurs qui sont autour du Tactical. Et tu as eu aussi euh, le côté humble de step out un peu de Alors, head coach et de donner ça. c'est ce que j'expliquais tout à l'heure un peu, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut, qu'est-ce que tu veux? Moi, personnellement, aujourd'hui, là, si on faisait tous les cours, on serait en capacité de les faire, bon, pas aussi bien que certains pros, c'est là, que certains spécialistes, on va dire. Mais moi, je pourrais faire les cours de sol, je suis ceinture noire de JB, Yohan, il pourrait faire tous les cours de lutte et sol. On est en capacité de le faire. Et ça veut dire qu'on se condamne à travailler 10 heures, 15 heures chacun dans les cours. Et que du coup, ça nous laisse plus de temps parce que quand tu donnes 10-15 heures, tu t'entraîner toi, c'est compliqué. Euh, en fait, ça aussi limite les élèves dans une sorte de méthode parce que c'est vrai que c'est compliqué d'apprendre un style qui n'est pas le tien. C'est vrai que moi, voilà, j'ai un style de sol et tous les autres coachs qui font du sol ici, ils en ont d'autres. Donc je trouve ça bien. Et en fait, ça permet de travailler en famille, de travailler en équipe, de se partager la responsabilité et tout. Donc oui, on va moins gagner, on va moins gagner d'argent, parce que forcément, on paye des gens pour le faire. Donc, voilà. Mais je trouve que tout le monde y gagne. En qualité. Qui gagne en qualité. Les élèves, tu sais, ça, il faut vite il y a des élèves, ils peuvent ne pas aimer ta façon de travailler. Ça, je pense qu'il faut vite même si t'es bon, si t'es doué, ils aiment pas ta façon de travailler, ils aiment pas forcément, tu sais, ce que tu leur envoies et tout. Et là, là, ils ont le choix. Là, ils ont le choix. On est 15. S'ils veulent pas venir à mes cours, ils viennent pas à mes cours. S'ils veulent pas venir au cours d'Axel, ils viennent pas au cours d'Axel, ils viennent à un autre. Et voilà, tout le monde est libre de venir, d'apprendre. Il n'y a pas de voilà. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Et ça valide encore une fois, parce que vous avez quand même, que ce soit Owen qui performe, Axel qui est là, les bons résultats de Keoni, les bons résultats de Demba, de Wilson, et tous les autres, en fait. Ça, Bah, en fait, c'est le sport de combat, c'est l'essence même du sport de combat, c'est que tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Même pas que les coachs. C'est vrai que les coachs, du coup, ils sont spécialisés, ça fait des années, donc ils vont servir un peu de référent. Donc déjà, le fait qu'il y ait 15 coachs et avec chacun autant de sa vision, parce qu'on a quand même des coachs qui s'intéressent beaucoup au MMA, qui pratiquent le MMA et tout. Donc, voilà. Mais ils ont chacun un peu leur vision. Donc déjà, les amateurs, ils vont pouvoir piocher. Et ensuite, ils feront leur propre truc, qui eux aussi, parce que c'est vrai que même un débutant, ou même pas forcément un débutant, j'exagère, mais quelqu'un qui a un peu de pratique, il peut m'apprendre des trucs, tu vois, dire, ah ouais, j'avais pas pensé ça, c'est vraiment bien. Pourtant, tu fais ça tous les jours, tu es là tous les jours, mais justement, quand tu as un peu la tête dans le guidon, quelqu'un qui t'apporte autre chose, ça peut être vachement intéressant, ça. Puis on le voit. Hein. On discutait tout à l'heure avec Johan du fait d'avoir une espèce de méthodologie, en fait, il aimerait bien développer comment dire, des cours, vu qu'il a toujours noté ses cours, etc. C'est un peu toi aussi qui incarne cet aspect entrepreneurial. J'allais venir, c'est l'aspect entrepreneurial de l'idée, par exemple, d'une franchise tacticale, etc. Ah, ok, là on parle de la même chose. Oui, mais justement, parce qu'en fait, c'est la vision que lui va implémenter en tant que head coach, c'est la vision entrepreneuriale. Toi, tu vas aussi lui donner le théâtre de pouvoir s'exprimer. Ouais, voilà. En fait, au début, on partit un peu comme ça, sans vraiment définir les rôles, mais c'est vrai que assez rapidement, ça s'est défini. Moi, étant de Toulouse, les salles, c'est par de mon biais qu'on les trouve, c'est moi qui connais les gens, c'est moi qui négocie, donc c'est moi qui étais moteur un peu de tout ça et de la vision. Et voilà, Johan, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui réfléchit beaucoup. Et c'est moi qui lui dis là, on réfléchit pas, on y va, on fait par là, on fait ci, c'est moi qui va
un peu gérer tout ce qui est administratif, tout ce qui est compte, tout ce qui est un peu idée, de dire: «Attends, là je pense qu'il va falloir qu'on développe un peu le loisir». Parce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui c'est ce qui a changé par rapport au début. Alors aujourd'hui, maintenant, on est dans une dynamique où on a envie que le projet perdure et pour qu'il perdure, il faut penser à tous les côtés. Donc du coup, c'est moi qui ai endossé ce rôle-là, de dire, tel mois il faut faire une promo, tel truc, voilà, c'est moi qui va réfléchir un peu à tout ça, un peu, donc du coup, aujourd'hui dans le club, je suis vu comme celui, comme, comme le boss, comme le patron, soit les adhérents ou le staff. C'est moi qui vais passer les coups de gueule quand il faut passer les coups de gueule, ce genre de choses. Johan, lui, il a ce côté très, très académique. C'est un bouffeur de data. Il mange de la donnée. Moi, il m'a toujours impressionné. Tu lui dis un nom en France, il sait de quel club il est et il connaît à peu près son palmarès. C'est incroyable, même des noms que j'ai jamais entendus. Et Johan, il est vraiment parce qu'il regarde, parce qu'il s'intéresse, il est capable de bouffer des datas. Et donc, du coup, ça en fait quelqu'un qui va être très efficace et, dans le guidage des athlètes. Et voilà, qui sait vraiment de quoi on parle. Et je pense que c'est un bon combattant, mais je pense qu'il sera encore bien meilleur coach, Johan. Parce qu'il sait se remettre en question, c'est quelqu'un qui n'est pas un but du tout de lui, c'est quelqu'un qui apprend beaucoup, qui aime bien aller apprendre au niveau des autres. Il ne se positionne pas du tout comme quelqu'un qui dit je sais. Voilà. Donc il a cette perméabilité-là, de pouvoir se déplacer, de pouvoir se mettre place en tant qu'élève et tout, très facilement. Et ça en fait quelqu'un qui, je pense, est indispensable et que du coup, comme tu m'en parlais des franchises, on va développer là pour l'instant. En fait, on voulait d'abord consolider ça. On a eu une occasion qui s'est présentée pour Albi, donc on l'a saisie, mais on apprend aussi avec eux, parce qu'ils viennent d'univers différents. Donc on apprend aussi avec eux comment on va développer ce franchise. C'est un peu notre test, c'est un peu notre franchise test. Une fois qu'on aura bien mis tout en place, on se lancera avec qui voudra, j'espère avec les jeunes qui ont été formés ici, pour pouvoir aller ouvrir d'autres TFT un peu partout. Ce qui me chagrinerait, c'est qu'il y ait des TFT sans l'esprit. Je te parle même pas des résultats. Les résultats, ça peut varier d'un endroit à l'autre, c'est pas très grave. Mais qu'il y ait un état d'esprit. Qu'il y ait un état d'esprit un peu familial, à la fois on travaille dur, on travaille sérieusement. Quand on se dépasse en compète, je veux que tout le monde soit respectueux. On nettoie le vestiaire quand on part, tu vois. Enfin, voilà. Je sais pas si tu as fait attention au karma, mais le coin bleu était nickel. Ça, c'est moi qui ai nettoyé. On nettoie pour les autres aussi. On nettoie pour tout le monde. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on est venu ici, c'est que tout de suite, en fait, j'ai compris qu'il y avait une belle mentalité. Vous avez été les moins casse-couilles pour tout ce qui était, tu vois, trajet. On a essayé aussi, tu vois, via on proposait quelques bourses pour les amateurs, mais tu vois, il y avait quand même, on essayait d'être un peu logique là-dessus, mais il y en a qui ont été très, très, très difficiles, tu vois. Et là, alors que vous avez été simple, vous saviez quand est-ce que vous pouviez demander des choses, etc. Quand on a pu, on a fait ça, ça a été vraiment... On organise aussi, donc on sait que ça doit. En disant, on sait que, enfin voilà, je pense qu'on connaît la réalité. Je pense qu'il y en a qui fantasment un peu sur les organisateurs, parce qu'ils n'organisent pas. Ouais, ils se gavent. On sait très bien que c'est difficile, on sait très bien que c'est souvent à perte, que s'il n'y a pas les sponsors et des partenaires, ça serait impossible. Donc voilà, on essaye de ne pas être trop chiant là-dessus. Là où je suis intransigeant, moi, c'est avec les médicaux et le poids. Parce que, en fait, tu peux niquer un gars-là, si t'as deux ou trois gars à toi qui sont, et que tout le monde s'en fout du poids, tu peux niquer un gars-là. Enfin, excuse-moi le mot, mais... Donc du coup, ouais, c'est important, je suis intransigeant pour le poids. C'est plus même, c'est l'habitude du professionnel, quoi, tu vois. Donc, pour le poids, tu files 30% de ta bourse, tu vois, ça va te faire chier. Envers tes gars, en fait. Ouais, moi je suis intransigeant. En fait, je pense que c'est comme ça au début qu'on s'est fait de la place, au début. C'est parce que tous les gars-là qu'on allait, on n'avait pas un raté. Au début, la FFMF, les médicaux, c'était compliqué, hein, tout le monde... Et du coup, les organisateurs nous avaient appelés, ils nous disaient « Ah, vous, je sais que ça va être carré, vas-y. S'il fallait les papiers avant, on les envoyait à pied. » Bon, des fois, il peut y avoir du retard et tout. Mais moi, quand ils ont le message envoyez-moi les médicaux, envoie les médicaux. T'as intérêt à le faire, sinon je combats plus après. Ah, moi, ça m'insupporte. Moi, j'ai co-organisé quand ils ont fait Hexagone Toulouse. J'avais fait le premier Castagne, on l'a fait là-bas. Et c'est moi qui me suis occupé de la carte. Et voilà. Plus jamais de la vie je fais ça. Plus jamais de la vie je fais ça. J'ai fait 10 combats.
leur courir après pour les médicaux des teams que tu connais pas et tout. Les miens, moi, c'était les photos médicaux, c'était prêt. Les autres, là, oh, c'était insupportable. Je crois que j'en avais 9 qui me répondaient pas, qui me mettaient 10 ans. Il fallait tout le temps relancer. Moi, j'avais Hexagone et la Fédé qui m'écrivaient. Oh là, c'était insupportable. Je le refais plus jamais. Puis après, une fois que tu as obtenu les médicaux, 2 semaines après, ouais, je suis blessé. Ouais, donc il faut trouver un autre quelqu'un, il faut revoir l'autre équipe, ça vous va? Oui, non, ah non, il y a des trucs qu'on va. Ah, c'est un enfer, je refais plus ça. Et pour le coup, Toulouse, là, c'est l'une aussi des grandes, des places fortes dans le sud de la France, ne serait-ce que via vous et via Hexagone, en fait. Avec Hexagone, ça sera que leur 2e événement. Ouais, oui, ils ont leur bureau à Toulouse. Jérôme, ça je ne savais pas, j'ai mis du temps à le savoir. Jérôme et Laurent sont de Toulouse. Ouais. Je m'entends bien avec notamment Jérôme, mais même avec Laurent. Ouais, ils ont vraiment un état d'esprit familial, très familial. Et ça se ressent dans l'organisation et tout. Après, bon, ça reste une organisation, il faut qu'ils gagnent leur vie, c'est normal. Il faut bien que ce soit viable. Donc, c'est sûr. Tu as quand même pas mal de combattants qui combattent à Hexagone. À Hexagone Bordeaux, tu as eu pas mal de... Ouais, là pour l'instant, on a 3 combattants pro signés à Hexagone, Owen, David et Dessim. C'est pas exclu que les prochains, on essaye plutôt de vers du côté de l'Arès. Voilà, pour histoire de changer, que le paysage français on soit un peu partout, parce que c'est vrai que là, c'est quand même très Hexagone. Arès ou notre organisation française, peut-être Super League, si ça tient, je sais pas, on verra. Enfin voilà, le but c'est quand même d'être un peu partout. C'est vrai que l'AOC aussi, l'AOC monte bien. Au début, c'était un début de carrière amateur, mais c'est vrai que même dans les pros, maintenant, ils font du bon travail. Donc voilà, pareil, peut-être qu'à terme, on a quelqu'un à l'AEC, quelqu'un à l'ARES, à l'Hexagone, voilà, ça peut être... Oui, pour éviter un peu ce que vous avez comme problème avec David. Ouais, déjà, David Owen. C'est vrai qu'à un moment donné, pour eux, nous on les fera pas s'affronter, hein, jamais, mais pour Hexagone, à un moment donné, ça peut être chiant. Ça, je le comprends. Bon, on n'est pas encore là, il y a quand même du monde à aligner avant, mais... C'est quoi justement là ta vision je sais pas d'ailleurs si tu t'es posé la question, est-ce que tu as une vision à 5 ans ou quelque chose comme ça? Tout le temps. C'est vrai? Tout le temps, ouais. C'est intéressant parce que pour le coup, tu n'en parles pas trop, je trouve. Non, parce que je pense qu'il faut que les projets restent personnels. Ouais. Que ça reste secret. Non, après, je peux en parler un peu, mais moi, je voudrais dire ce club, on va dire, on le refasse au niveau des travaux et tout, on a des travaux à faire et tout, par exemple. Mais je voudrais que TFT soit installé déjà dans la région, c'est-à-dire avec 4-5 enseignes dans la région, qu'on consolide bien ça. Après, j'espère que moi, en ce moment, je suis énormément, moi, Yohan et tout, on est beaucoup on est un peu indispensable dans le général. J'aimerais que dans 4-5 ans, on le soit beaucoup moins, en fait, qu'on soit beaucoup moins indispensable. Car moi, j'aimerais pouvoir faire des choses de ma vie, de reprendre des compétitions de jiu-jitsu brésilien, MMA, je suis sur la fin là, mais pouvoir voyager, faire les compétitions, revenir dans le statut un peu d'élève et aller apprendre à droite à gauche. J'aimerais beaucoup ça. Et donc du coup, dans 4-5 ans, que ce soit un peu autonome, on va dire. Voilà, que ce soit un peu autonome, parce que, même si j'aime beaucoup enseigner, hein, j'aime beaucoup ça, mais je trouve que c'est pas quelque chose que tu peux faire toute ta vie. Un métier que tu fais toute ta vie, ouais, c'est... T'es déjà parti un peu à l'étranger pour t'entraîner? Ouais, je suis parti au Brésil. Ouais. Ébranlé en jiu-jitsu brésilien. J'ai fait un entraînement de MMA là-bas. J'ai arrêté parce que j'allais mourir. Enfin, j'allais me blesser. Ils sont vraiment à l'ancienne. Wow, ils sont vraiment à l'ancienne. Je comprends que, par exemple, Oliveira, il se blesse 2 semaines avant avec une grosse coupure contre Islam. En fait, ils sont vraiment à l'ancienne. Ils sont nombreux, donc ils se cassent tous la gueule. Et peut-être que parmi quelques-uns, il y en aura qui... Parce qu'en fait, les autres sont blessés. Ils partent tout le temps. Donc j'ai fait un entraînement. J'ai dit, ouais, j'arrête, ils vont me tuer, quoi. T'étais où là pour t'entraîner? À Novo-Agnon. Ah oui, en MMA, tu veux dire. Ouais, en MMA. Ouais. Je suis allé parce que c'est le club de Yann. Ah ouais, de Yann, José Aldo et tout. Yann s'entraînait là-bas. Donc je suis allé là-bas, j'ai fait un entraînement de MMA. Je suis dit, wow. Et donc du coup, je suis resté au JJB, à la GF Team, tu vois. Voilà, je suis allé. Bon, je me suis fait casser la gueule aussi, mais c'est moins violent, quoi. Oui. Tu as encore cette volonté. Ça me fait rire parce que dans la manière dont tu parles, j'ai presque l'impression de voir un objectif un peu à la NR5.
Parce que Nicolas, c'est un peu ça, en fait. Mais c'est complètement ça. Donc Nicolas Régnier, en fait, c'est l'un des, il a été en tout cas l'un des plus grands grappleurs de France et il a monté donc le NR Fight, Nicolas Régnier Fight, qui est donc le premier a été ouvert à Paris et en fait il a ouvert plusieurs clubs, plusieurs affiliés et maintenant il vit donc au Brésil et il s'entraîne avec notamment Mika Galvão, Diogo Reis dans l'équipe de Hyundai. Donc c'est pour ça que Quentin en parle. Nicolas, il a révolutionné un peu ce qu'on peut penser du sport de combat en France. Et moi, je le remercie. Il a montré que c'était possible. Il a montré que c'était possible. Il a montré que... C'est vrai qu'on a ce complexe, j'ai l'impression, dans les sports de combat. On a carrément ce complexe de se dire on a un sous-sport presque. Donc, si je donne 3 cours par semaine dans mon club associatif et qu'à la fin du mois, j'ai 500 balles, bon, ça me va, je travaille à côté. On a carrément ce complexe-là, je trouve. Moi aujourd'hui, du jiu-jitsu, ça fait 20 ans que je fais du jiu-jitsu. J'ai dépensé des milliers et des milliers en compétition, en stage. Je faisais des stages en jiu-jitsu brésilien, ça se fait beaucoup les stages. En MMA, ça fait moins longtemps, mais que je suis le MMA, ça fait autant, parce que je suivais le MMA, donc je connais bien. Donc, ce que je sais aujourd'hui, je sais que ça vaut quelque chose. Je sais que ça vaut pas rien. Si quelqu'un il veut apprendre, et en plus surtout que ces sentiments, eh ben, je trouve que ça, il doit me le rendre un minimum. Donc l'amour rendu, c'est bien, mais ça ne fait pas manger. Donc je trouve que en fait, il faut qu'on arrête de vivre décomplexé. Il y a des profs de handball, le prof de handball à Toulouse, l'équipe des Phoenix, il touche 5 000 € par mois, ou 6 000 € par mois. C'est du handball. Qui regarde le handball? Franchement, qui? C'est un très bon sport, mais qui regarde le handball? Parce qu'on se dit toujours, ouais, le foot, le rugby, le tennis, parce que c'est des sports qui sont regardés. Et les entraîneurs de patins à glace, je suis sûr, ils gagnent très bien leur vie. Hein. D'accord. Il y a des entraîneurs de course de fond qui gagnent leur vie. Pourquoi nous, les sports de combat, on devrait se contenter de 1500 balles en faisant 20 heures par semaine? Non, je ne suis pas d'accord. On a une expertise et je pense qu'aujourd'hui, et je pense qu'ils sont en train de changer. US Metro, Johnny Frachet, je pense que Johnny Frachet, je ne peux parler de ça, mais je pense qu'il mérite de toucher. On a des gars comme... c'est différent, mais Kasata, c'est pas forcément son club qui va forcément lui rapporter beaucoup. Je sais pas, j'en sais rien. Pas forcément beaucoup, mais je pense que c'est plus le fait qu'il est des sportifs de très haut niveau. Je parle sans connaître, hein, je parle un peu comme ça. Mais... Il a différencié le Maccabi, qui est son club loisir, de Boxing Squad. Ouais, oui, voilà. Donc, ouais. Et ensuite, il y a Fernand aussi, Fernand Lopez, il a mis les choses à plat en France. Il a fait que tout a pris de la valeur. Hatch, n'en parlons pas. Il l'a compris depuis longtemps. Mais voilà, donc du coup, oui, je pense que c'est un complexe, ça, à Paris moins, mais dans les petites villes et tout, on va pas faire trop cher, 340 € l'année. Et combien de clubs ils sont à 340 € l'année? Non. Je veux dire, on n'est pas un sous-sport, donc si les mecs qui ont besoin de s'entraîner, nous, on a 3, 4, 5 cours par jour, et la salle est ouverte tous les jours, toute la journée. Eh ben, ça se paye, et je pense que c'est important. La reconnaissance, le savoir-faire, ça se paye. Donc oui, ce que pour revenir, c'est oui, totalement le modèle NR Fight, ce qu'il est en train de créer. En plus, Nico, il dit, il y a longtemps, il a fait une story, il a dit, je crois que le salaire le plus bas d'un de ses coachs à temps plein, c'est 3 000 €. Il le dit, et tu vois, rien que le fait de lui dire ça, alors que on sait bien qu'en France, c'est un peu tabou et tout. Dire le salaire, le coach à temps plein le plus bas, c'est 3 000 €. Je te dis, il est pour d'avoir des coachs de qualité bien payés. Moi, je suis totalement dans cet avis. Aujourd'hui, gagner plein de blé et payer des gens à 1000 balles, c'est pas du tout mon délire. Bon, c'est pas le cas, je gagne pas plein de blé. Mais si à terme ça venait, je préférais gagner un peu moins et payer bien les gens pour pouvoir justement pouvoir partir au Brésil comme Nico. Et que voilà. En fait, il est temps aussi que les gens qui pratiquent ou les gens qui représentent la MMA le prennent comme un sport comme les autres. Ouais. Non, mais après, c'est ça qui est compliqué. En France, c'est bien, c'est très bien, j'en parle souvent. C'est très bien que le sport soit associatif. Ça permet aux enfants de faire plein de choses, trucs, et aux gens qui n'ont pas trop de moyens. Mais les gens sont trop habitués, du coup, à payer des licences à 240 €, 300 € pour le foot, le rugby. Quelqu'un qui a fait du foot toute sa vie, il vient et je lui dis c'est 1 000 € l'année, il va me regarder avec des yeux, il paye 200 €, 300, 280 € le foot avec le maillot, avec la tenue, et il paye la muscu à 19 € par mois. Donc, il va arriver ici, il ne va pas comprendre que ce soit 85 € par mois. Il dit mais t'as quelqu'un avec toi qui a des années d'expérience, il y a une salle, il y a du matériel.
Voilà, il y a, accessible, hein. Enfin, ouais, toute la journée, voilà, non, c'est sûr, ça se paye. Mais en Espagne, c'est le moindre abonnement dans une salle, c'est 60, du sport de combat, c'est 70-75 euros par mois. Voilà, et ils sont 11e, hein. Bon. ouais. Donc, Donc ça, au PIB, ouais, ils sont 11e, donc bon. ça avance un peu. Donc c'est intéressant. Il y aura aussi cette optique-là. Mais j'ai l'impression que ça arrive un peu en parallèle dans plein de villes de France. Oui, je pense que de plus en plus, hein, bah, ouais, de toute façon, le club à Tours, c'est un beau club et je pense qu'il est pensé de façon aussi ça. Il est pensé de façon à être rentable. À un moment donné, tu vois, on sort du contexte un peu associatif où on est pensé un peu pour être rentable et que les gens gagnent leur vie et que, voilà, qu'ils aient un service de qualité derrière. Et je pense que c'est important. Et de toute façon, c'est ça qui fera que le niveau va monter. US Métro, voilà, aujourd'hui, c'est une locomotive parce qu'ils ont une inscription, même pour les compétiteurs, elle est chère, parce qu'ils ont les moyens d'avoir les infrastructures, le coach, tout ça. Mais Voilà. les infrastructures, c'est ça. Ah, les infrastructures sont fous. Ça devient des pôles de performance. C'est pas le parce que- Bon, après, US Métro, c'est particulier. Ils ont la région derrière aussi. Ils ont la ville et la région derrière. Mais... Et ça, c'est aussi peut-être un petit peu ton envie de faire peut-être des pôles de performance. Ouais, de ressourcer les locaux, ça va être. Ouais, nous j'adorerais pouvoir. Je sais pas si on pourra rester en centre-ville pour faire ça, du coup, mais je pense, dans les 4-5 ans que je te disais tout à l'heure, c'est peut-être garder cette salle et aussi avoir une salle un peu à l'extérieur de Toulouse pour pouvoir avoir une vraie salle où on pourra faire des galas. Donc, une salle pensée pour accueillir des galas, avec des dortoirs, une cuisine, un espace commun et tout, pour pouvoir y faire vraiment le performance et y faire des camps d'entraînement. J'aimerais beaucoup, parce que moi j'ai beaucoup de contacts, j'ai ma famille qui vit en Ariège, et j'aimerais beaucoup avoir monté un petit camp d'entraînement à nous, que ce soit à nous, en Ariège, près d'un lac et tout là. Ça serait vraiment, ouais. Avec David qui vit à la montagne, hein, qui vit à Fort-Romeu, qui est là-bas, qui a tous le Krebs, les sports, les pôles France, des choses, qui s'entraînent, il y a le pôle de lutte là-bas et tout. Et, c'est vrai qu'en altitude et tout, bah, ça reste quand même. Bah, moi, ça me paraît super aussi. Je suis content qu'on ait eu la partie entrepreneuriat parce que je pense que tu seras plus moi le seul à la mettre en avant. Et c'est top. Et on voit bien le projet. C'est top. Bon, bah, merci en tout cas de nous Merci à vous. Et, top.